Régénération Caraïbes, le podcast. Régénération. Écoute. Bonjour, bienvenue sur Régénération Caraïbes, le podcast de la transition écologique dans la Caraïbe. Aujourd'hui, nous allons parler d'alimentation saine, locale, de production agricole, de distribution de circuits courts. Tout ça avec Steve Salim. Bonjour Steve. Bonjour à tous. Steve qui est le fondateur en fait de Guadeloupe Forever, qui est une entreprise de distribution de paniers locaux. Oui, on produit et on distribue. J'aime bien dire le tout parce qu'on ne fait pas que distribuer les fruits et légumes. Ouais. On produit, on a un petit groupement aussi informel d'agriculteurs et on a une charte qui, on va dire, qui protège un peu tout ça, qui s'appelle Natirer le pays, qui veut dire en une phrase tout ce qui pousse naturellement sans intervention chimique de l'homme. D'accord. Et donc ça, c'est une charte que... Alors, le groupement d'agriculteurs que tu as, toi-même, tu es agriculteur, tu as des terres ? Oui, tout à fait. Donc c'est en faisant tes tests En fait, c'est parti d'un principe tout simple. Quand je suis revenu, j'avais aucune formation dans l'agriculture. Okay. Je suis parti faire mes études. Mon grand-père travaillait dans l'agriculture, il était dans l'agriculture. Et je suis parti faire mes études. Et en rentrant, on a été vite confronté à quelque chose d'assez terrible, c'est le chlordécone. Ouais. Si tu veux, on a vécu cette histoire un petit peu de loin en faisant nos études. Mais quand vous commencez à avoir des enfants, là, vous commencez à vous poser des questions sur ce que vous allez leur donner à manger. Alors tout de suite, je me suis dit, mais comment on va faire ? Parce qu'on était en plein dans ce scandale-là. J'ai commencé à me renseigner, j'ai essayé de voir comment reconnaître des aliments qui venaient de basse terre. Alors sur les ignames, tout ce qui était racines, c'était assez simple. Je regardais la couleur de la terre. Ah ouais. Elle est différente. C'est vrai. Mais ça, tout le monde ne sait pas ça. Mais bon, voilà, moi je savais qu'il y avait une couleur différente basse terre, grande terre. Donc pour ceux qui ne savent pas, basse terre, c'est plutôt rouge ? C'est plutôt rouge. Et grande terre, elle est plutôt brune, noire, mais bon, elle est très riche aussi, mais voilà, elles sont différentes. Donc je demandais à l'agriculteur, quand l'agriculteur me disait que si elle venait de grande terre et qu'elle avait la couleur rouge, alors là, ça me donne doublement pas envie d'acheter les racines. Donc j'ai commencé à faire comme ça, et puis je me suis dit, bon, c'est quand même limité parce que sur certains produits, c'est écrit origine Guadeloupe, mais on ne sait pas où. Alors j'ai voulu commencer à planter. Pour moi et ma famille. Ça, c'était il y a combien de temps ? Une dizaine d'années. Ok. Et je me suis renseigné ensuite très rapidement auprès des anciens, pour savoir comment ils plantaient avant qu'on utilise des pesticides, tout court. Ouais. Sur le modèle du jardin créole. Et j'ai eu une chance folle parce que ma famille était bien implantée en Guadeloupe, bien connue, surtout au niveau du moule, connaissait énormément d'agriculteurs. Mes grands-parents étaient très, très impliqués dans le monde agricole. Et j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont, je la cite très souvent, Madame Péroumal, qui m'ont vraiment expliquer très simplement en faisant tous les jours, en la voyant faire tous les jours, les différentes techniques du jardin créole. Et ce qui m'a encore plus conforté, c'est que sa mère était vivante toujours. Et en fait, sa mère mangeait tout ce qui était produit que de leur jardin. Ils n'achetaient rien du tout. D'accord. Et elle continuait à faire pareil. Et ses enfants aussi. Waouh. Je me suis dit, c'est que c'est possible, quoi. Donc, ils nourrissent toute une famille avec leur jardin. Oui, tout à fait. Et en fait, en mangeant ce que la nature leur apportait. Donc, ça m'a rajouté une deuxième notion, la saisonnalité. En mangeant de saison, on peut être en bonne santé et puis on peut manger de façon abondante, quoi. Correct, ouais. Donc, je les regardais faire, les associations de plantes, les associations de culture. Elle m'expliquait que chaque chose avait son rôle dans le jardin. C'est vraiment du bon sens, hein. Chaque insecte avait un rôle. Chaque plante allait amener une variété d'insectes différentes. Et souvent, ces insectes-là, au lieu d'attaquer toute culture, ils allaient passer plus leur temps à se faire la guerre, donc pas s'occuper vraiment de toute culture, et s'autoréguler. Donc il y a une sorte d'autorégulation, une sorte de chose parfaite qui se passait dans le jardin. Donc elle m'a appris ces techniques-là, j'ai commencé à les faire pour moi. Ensuite, les amis, la famille, enfin plein de gens commencent à me demander. Donc j'ai rencontré des agriculteurs en leur demandant s'ils voulaient bien qu'on travaille ensemble. Donc ça c'est élargi petit à petit. On est passé, j'ai créé ensuite Guadeloupe Forever il y a 8 ans. Et on est passé de 4 paniers à la première semaine à... Ça s'est multiplié toutes les semaines.
Et en arrivant au confinement, on était à pratiquement 300 paniers par semaine qu'on livrait nous-mêmes. Donc voilà, on a fait ça et puis très rapidement, il a fallu faire une charte. On a créé cette charte-là. On demandait aux agriculteurs d'appliquer cette charte et de s'engager à respecter cette charte-là qui peut tenir une phrase: tout ce qui pousse naturellement sans intervention chimique de l'homme. J'ai appelé ça NATILP. C'est bien, c'est simple et efficace. Ouais. Et c'est vrai que tu avais fait cette distinction, on avait déjà discuté un peu sur un terme qui est souvent utilisé, l'agriculture raisonnée. Tu sais, où oui, on utilise un peu de chimique, mais pas trop. Ouais. Ben, en fait, c'était pour donner bonne conscience quelque part, et c'est trompeur aussi pour le consommateur. D'ailleurs, quand on en a discuté, tu avais dit attention, on pense que raisonner, ça veut dire pas trop, on met pas de pesticides. Mais quand on en met quand même, c'est déjà ça tue. Pesticides, c'est quand même quelque chose qui tue. Ouais. Et voilà, si ça tue des insectes, forcément ça contamine des aliments, ça déstructure le sol. Et c'est pas bon pour nos enfants. Ouais, tout à fait. Ça revient toujours à ça. C'est ça. Et alors par contre, moi, c'est la prouesse, on va dire, d'avoir réussi à faire ça. Parce que, alors moi je suis pas agriculteur, mais je me suis amusé à faire un petit peu du jardin. Et il y a quand même ici des choses. Alors autant ça pousse super vite et bien, tu peux avoir des super beaux résultats, mais autant en une journée, tu peux te faire détruire. Fourmi manioc. C'est vraiment le truc qui revient très souvent. En fait, il faut détruire les nids. Tout simplement, il faut les suivre, il faut les détruire. Il y a des choses qui se font naturellement avec, par exemple, de la calebasse, l'intérieur de la calebasse qui est un poison en réalité. Après, il y a des choses encore plus radicales, mettre de l'eau bouillante dans le nid, mettre de l'huile bouillante dans le nid. Donc tu les détruis quand même, les fourmis. Ah oui, il faut là, elles n'ont pas de prédateurs dans ce que tu expliquais tout à l'heure. Parce qu'on en a beaucoup, on en a très très peu sur notre exploitation, mais quand on trouve un nid quand même, moi je me dis pas qu'on va trouver il va y avoir cette régulation naturelle, je le détruis. Il faut savoir que cette fourmi n'est pas endémique à la Guadeloupe. C'est vraiment quelque chose... Vous avez des variétés de plantes ou d'insectes qui sont invasives et qui ne sont pas... Ouais. Aujourd'hui, je ne trouve pas l'utilité des fourmis manioc. Je n'arrive pas à trouver, en tout cas. Et je sais que les babouillas les mangent. Les autres variétés de fourmis les attaquent. Ah ouais. Donc, quand vous avez plusieurs variétés de fourmis, ça va les attaquer. Mais par contre, quand vous avez une belle colonie chez vous, en fait, il faut savoir que la fourmi manioc va prendre les feuilles, c'est pas pour les manger. Elle va nourrir un champignon qui est dans leur nid, on va dire, dans leur habitat. Et ensuite, le soir, elles se nourrissent de ce champignon. D'accord. C'est ça. Voilà. Donc, en fait, il faut détruire ce et c'est des gros nids. Et j'avais entendu dire qu'avant, donc elles allaient souvent dans les champs de canne aussi. Tu creuses des gros trous, finalement, pour les sortir, les nids. Ah oui, tu peux y aller au tracteur. Ah ouais. D'accord. Et il y en a qui peuvent faire qui peuvent être assez impressionnantes. Donc voilà, moi j'ai jamais eu de gros nids ou de gros habitats de fourmis manioc. J'en ai eu à peu près de cette taille-là. C'est quand même assez considérable quand même. Quand vous voyez tout ce qui sort dedans quand vous essayez de détruire le nid, c'est quand même... Ah ouais, il y a du monde. Mais bon, voilà, il y a des choses qui sont invasives. Là, on parle de destruction, mais il y a des choses positives. On parle de ça, mais le mille-pattes, par exemple, personne n'aime les mille-pattes, mais dans le jardin... Les scolos, tu veux dire? Scolos, pardon, oui. Ouais. Le jardin, il a une utilité qui est primordiale parce qu'il va creuser la terre, il va l'aérer, comme les vers de terre. Comme les vers de terre, sauf que le ver de terre va lui enrichir la terre en mangeant tout ce qui est en train de se décomposer. Donc il va l'enrichir. Lui, le scolocon, il va l'aérer. Et quand il va pleuvoir, ça va permettre la circulation des fluides. Et donc ça va pouvoir enrichir plus la terre. La terre est plus poreuse. Ils ont tous. Et puis il va manger d'autres insectes. Ils font tous leur rôle. D'accord, ok. Et alors là, maintenant, du coup, tu arrives à... Ton groupement d'agriculteurs, c'est à peu près 15 hectares, j'avais lu, il me semble. Voilà, on est entre un peu moins de 15 hectares. On est 10-12 agriculteurs. Bientôt, on va avoir 2 autres. Et ça varie entre 0,8 et 1,5 hectares par agriculteur. D'accord, voilà. Donc c'est des exploitations on peut dire moyennes, petites, c'est ça, petites exploitations. D'ailleurs, dernièrement, j'ai vu, il y a un an à peu près, un chercheur de l'INRAE, Jean-Marc Blasi, qui
qui avait sorti un article dans France Antilles qui disait que l'exploitation du futur, le modèle du futur en Guadeloupe, pour lui, ce seraient les exploitations qui feraient entre 0,8 et 1,2, où il y aurait effectivement toute cette variété. Et j'ai eu l'occasion de le rencontrer pour un reportage qui est passé sur France 5, où on discutait de ça. Et c'est la diversité des fruits et légumes, comme sur nos exploitations, où on a entre 40 et 80 variétés de fruits et légumes sur chacune des exploitations. Et surtout, on plante de façon échelonnée. Ça, c'est quelque chose que je me suis battu pour qu'on l'applique. C'est beaucoup plus de travail. Il faut savoir qu'avant, on faisait un coup de tomate, vous avez 1 hectare, vous mettiez 1 hectare de tomates, vous récoltiez tout 2 ou 3 fois quand on avait de la chance, et vous aviez énormément de tomates à écouler. Nous, on va planter une semaine sur 100, 200 mètres carrés, une autre semaine sur 100, 200 mètres carrés, une autre semaine sur 100, 200 mètres carrés, et on va récolter ainsi sur toute la saison de la tomate. On en aura pour les paniers. C'est ça ton secret alors? C'est ça qui fait qu'on arrive à avoir des tomates presque toute l'année. Sur toute la saison. Et avoir des paniers, quand même si c'est saisonnier, tu as une saisonnalité, mais ils sont quand même variés toute l'année. Toute l'année, et c'est un peu ça le secret, et surtout jouer sur la saisonnalité. Hein. J'aurais pas de tomates, j'en aurais très peu en octobre, novembre, décembre. C'est ce que j'allais dire, ouais. Octobre, novembre, c'est une saison de pluie. Et puis, le peu de tomates qu'on aura, elles ne seront pas de grande qualité. Et le prix sera beaucoup plus élevé. Ça fera des déçus. Moi, je préfère mettre des avocats. Tout le monde aime les avocats à ce moment-là, donc on met des avocats à ce moment-là. Ouais, et puis ça fait partie aussi de notre conscience de qu'est-ce qui est disponible ou pas. Il faut qu'on arrive à se réapproprier nos saisons. Je l'ai dit tout à l'heure, la saisonnalité nous apporte ce qu'il faut au moment où il le faut. Malheureusement, on nous a appris à consommer toute l'année, qu'il n'y ait pas de manque. Alors, la grande distribution, quand il n'y a plus de tomates ici, il va faire venir des tomates de Saint-Domingue. Quand il n'y en a plus à Saint-Domingue, du Maroc ou de l'Espagne, ça vient d'un peu partout. Du coup, on a l'impression que la tomate, on peut en avoir tout le temps. On ne sait pas. Mais est-ce que notre corps en a besoin tout le temps ? Est-ce que, pourquoi on a des fruits qui contiennent beaucoup d'eau quand il fait très chaud? Pastèque, melon, pourquoi tous ces fruits arrivent à cette période-là? Parce qu'il fait très chaud, il faut que notre corps soit... On fait partie de cette saison. C'est pas parce que la nature nous l'apporte, parce que c'est nous les hommes, hein. C'est parce qu'on fait partie de ces cycles. Donc il y a de l'eau à ce moment-là. Il y a des fruits qui portent de l'eau, on prend ça. Quand c'est la période qui est un petit peu plus froide, en France, on a beaucoup de pommes de terre, on a beaucoup de potirons. Il y a des choses qui sortent à ce moment-là qui nous rendent un petit peu plus forts. Et je pense sincèrement qu'on se porte beaucoup mieux en se portant en santé sur mangeant de saison. C'est au-delà de mon intuition. C'est du vécu. Oui. Ouais. Ok. Il y a une question que je me pose par rapport à ce modèle-là. Enfin, la réponse est déjà là, ça fonctionne au niveau économique. Quand tu fais de l'agriculture comme ça, naturelle, sans pesticides et variée comme ça te prend du coup pas mal plus de main-d'œuvre, plus de temps, plus de main-d'œuvre, mais le coût est un petit peu plus élevé au début en tout cas, parce que c'est moins abondant quand on commence à faire ça. Mais ensuite, on se rend compte que si vous voulez, le rendement est voire aussi important quand on commence à bien maîtriser ces modèles-là. Et ensuite, surtout que les clients, ils sont super contents parce qu'ils te disent que j'ai mangé une tomate qui a vraiment du goût, ça faisait longtemps. Ouais. Quand une mamie vient te dire que, bon Dieu, c'est le goût de la tomate que je mangeais avant, ou quand on a des concombres anciens, quand on épluche ce concombre-là, vous sentez l'odeur du concombre dans toute la maison, oui, c'est peut-être on le vend un petit peu plus cher, mais on arrive maintenant à baisser un petit peu les prix. Je ne sais pas si vous avez suivi dernièrement, mais on a été par exemple les premiers à avoir baissé les prix des tomates au début de la saison. Et d'ailleurs, je suis monté un peu au créneau en disant qu'on maintenait artificiellement les prix des tomates trop haut, parce qu'on était en pleine période de tomates. Les prix étaient artificiellement élevés, il y en avait beaucoup, on était en surproduction. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Les importateurs de Jarry, ils ont fait venir de la tomate de Saint-Domingue,
qui coûtent beaucoup moins cher et ils les ont écoulés. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Le stock de tomates locales, les gens n'ont pas pu les acheter. Et du coup, moi, je pense que ça déstructure notre agriculture. Le gars, il va se dire, mais quel intérêt j'ai à planter encore des tomates si on fait venir des tomates moins chères? Donc, il faut quand même trouver un juste milieu. Il faut que les revendeurs, les primeurs se disent qu'au bout d'un moment, il faut qu'on arrive à baisser un petit peu le prix des tomates. Quand c'est en saison, baisser le prix des tomates, baisser les mangues en ce moment, il y en a trop. Comment on arrive à vendre un kilo de mangue 4-5 euros Mais ça, Julie, c'est pas possible. Elles pourrissent au bord de la route. Nos mangues sont à 2 euros. Ouais. Et on n'a pas de travail de... Non, mais c'est de la cueillette, hein. C'est ça, j'ai vu ce que tu fais. C'est souvent des annonces comme ça pour les gens qui sont sur le moule. En fait, il y a pas que sur le moule, hein. Ouais, tu peux venir, ceux qui viennent sur place. Il y a souvent des annonces où vraiment je regardais les prix, c'est super intéressant. Et en plus, c'est de la bonne. Qui monte sur un manguier pour mettre des pesticides? Qui monte sur un papayer pour mettre des pesticides? Qui monte sur un pied de sapoti pour mettre des pesticides? Sur un goyavier, sur un pied de carambole, sur du tamarin, sur des pommes malacca. Et en plus, ce sont des fruits. C'est les fruits de notre enfance. On a tous mangé ça. Donc, ces fruits-là, quand je fais une petite annonce sur Facebook, sur les réseaux, j'ai ça, les gens viennent de partout, alors que ça se trouve naturellement dans la nature. Et ça, t'as un système de dons, non? Les gens t'apportent des... Alors, on a nos productions, et puis on a des gens qui passent et nous disent, ah, j'ai dans mon jardin des pommes malacca. Il vient du moule, bon, il n'y a pas grand risque. Comme dit en plus Henri Joseph, tout ce qui est eau, on peut le manger sans crainte qu'il y ait des pestes qui soient contaminés par des pesticides et compagnie. Oui, on arrive à faire ça un petit peu. Bon, le but, c'est quand même qu'on ait un maximum de traçabilité. Donc, on note l'adresse de la personne, le numéro de téléphone de la personne. Mais vraiment, on privilégie nos productions, bien entendu. Ouais, d'accord. Ouais, c'est bien. Et ça évite le gaspillage aussi, hein, parce qu'il y a beaucoup d'arbres, finalement, ça meurt en bas des arbres. Déjà, par notre système avec l'échelonnement des cultures, les commandes, c'est-à-dire que quand les gens passent commande jusqu'au mardi 18h, on sait combien de kilos de tomates qu'on aura besoin pour les paniers, combien de kilos de mangue, combien de kilos Donc, on récolte ce dont on a besoin pour pouvoir faire ces paniers-là. Donc, nous, de notre côté... pas de gâchis. Pas de gâchis. Pas de gâchis. De notre côté, très, très, très peu de pertes. Sauf les fruits qui ont pris un petit coup. Là, en plus, avec le chef Jeff Antus, on a décidé de faire un petit laboratoire d'agrotransformation qui va nous permettre de retravailler certains fruits et légumes. On a un restaurant aussi où on arrive à cuisiner, notamment le week-end, qui est très réputé, qui s'appelle le Comptoir du Local, où les gens viennent de partout pour vraiment goûter notre cuisine, qui sont sublimés par... nos fruits et légumes sont sublimés par des chefs comme Jeff Antus, David Drumeau, Camille Corbin. C'est pour moi vraiment des gens qui ont... Les chefs se relaient dans ton restaurant ou Tous les samedis sur un menu différent. Ok. Tous les samedis. Donc c'est une performance à chaque fois. Et voilà, soit nous on les élabore, soit ce sont eux. Et c'est un moment où on a la rencontre aussi des clients pour leur dire, vous voyez un petit peu, on arrive à manger sainement avec nos produits et de façon pratiquement gastronomique. Donc c'est une fierté. Ça c'est super bien aussi d'amener le résultat final, parce que c'est vrai, pour les gens qui connaissent pas ou moins comment cuisiner ces légumes, en fait il y a souvent plein de variétés, plein de façons de le faire. Un fruit à pain il peut avoir plein de goûts différents. Mercredi dernier, on a fait un migan de poisson, parce que la plupart des gens pensent que le migan c'est uniquement avec queue de cochon, du lard. Migan de poisson. On peut faire un fouillis à pain rôti. Moi, on fait des fish and fries, mais du poisson local avec frites de patates douces, frites de fouillis à pain, frites de bananes. Enfin voilà, on arrive à faire des choses. On dit pas traditionnelles, mais locales. Ouais. On n'est pas des extrémistes. Hein. Moi, j'ai pas envie de manger tous les jours un bébélé. Donc, mais on peut cuisiner. Notre devise, c'est quand même à quel lapsus à produit égal, produit local. Ouais. Moi, c'est mon truc. Ouais. Donc, vraiment mettre en avant nos productions et essayer de les sublimer. Ok. Et alors là, finalement, parce que j'ai l'impression, quand on veut s'inscrire sur ton site,
C'est un site internet, du coup, c'est super bien organisé. Faut s'inscrire à l'avance. Et après ça, chaque semaine, on réserve. Alors, vous vous inscrivez dans un premier temps sur le site internet. Et ensuite, vous êtes en liste d'attente dans un premier temps. Pourquoi ? Parce qu'on veut être sûr de pouvoir vous servir toute l'année. Ouais. On a, avec nos agriculteurs, pendant la période où il y a beaucoup de légumes, on peut servir pratiquement tout le monde, mais on doit penser aussi à la saison creuse. Disons qu'on est 1000 clients, 1000 personnes inscrites sur notre base de données, on en a plus, hein, et que pendant la période où il y a beaucoup de légumes, ils commandent, il n'y a pas de souci. Mais quand on arrive à la période creuse, aujourd'hui, si j'ai ces 1000 personnes qui commandent tous, je ne pourrais pas. D'accord. Donc on veut avoir une maîtrise du nombre de personnes. C'est pour ça que je dis souvent, moi je suis très content qu'il y ait d'autres initiatives comme nous. Ouais. On peut pas servir tout le monde. C'est ce que j'allais te demander, parce qu'en fait, j'ai l'impression que là, tu as trouvé finalement un business model qui fonctionne, pour qu'on puisse se nourrir sainement, localement. Les agriculteurs sur une parcelle d'1 hectare, 1,5 hectare, ils en vivent. Mais oui. Uniquement de ça. Même mieux, puisqu'ils sont payés un petit peu plus cher. Et puis, on leur a donné une technique pour... Souvent, c'était des agriculteurs qui étaient dans le conventionnel. Donc, ils utilisaient des produits chimiques. En 3 ans, on leur a donné un modèle pour passer au naturel. Sans trop perdre leurs revenus. Un tiers où ils continuaient en conventionnel pour s'assurer un revenu. Un tiers où ils laissaient la terre reposer. Un tiers où ils commençaient au naturel. Et ensuite, sur 3 ans, ça tourne comme ça. Pour qu'arriver au 100% naturel. On leur garantissait d'acheter leurs fruits et légumes plus cher que le prix du marché. Quand tu as réussi à faire ça, et que tu vois que ça fonctionne et que le rendement est aussi élevé qu'avant et que ta production est mieux valorisée, tu gagnes mieux ta vie. Parce que tu leur amènes déjà la vente, finalement, tu leur achètes en avance, enfin pas en avance, mais... Moi, j'ai des agriculteurs, la première personne avec qui on travaillait sur les feuilles, tout ce qui est salade et différentes variétés locales, qui m'a dit que grâce à ce modèle-là, elle envoie ses enfants en vacances, elle part en vacances, elle vendait au départ ses salades en faisant du porte-à-porte. Nous, on lui prend à peu près 300 à 350, voire plus des fois, sachets de salade par semaine. Ah ouais, d'accord. Donc, c'est génial. Et en fait, donc, si je comprends bien, tu as de la demande, tu as une liste d'attente, ça veut dire que c'est pas la demande qui manque ? Non, c'est pas la demande qui manque. Après, c'est les produits de qualité qui peuvent manquer. D'accord. Donc ça veut dire que c'est plutôt côté parcelles cultivées, nombre d'agriculteurs impliqués ? C'est le nombre de produits de qualité pendant la saison creuse. C'est-à-dire on va dire fin septembre à début décembre. Il y a 2 mois et demi à peu près où il pleut beaucoup, il y a moins de soleil, les cultures sont fragiles, les fruits et légumes sont moins sexy. À part les avocats, parce que tout le monde est des avocats, mais ils sont moins sexy dans le sens où tu auras beaucoup de racines, giromon, papaye verte, des trucs de ce genre, mais tu n'auras pas de tomates. Tout le monde veut manger de la tomate. Les courgettes, elles éclatent dans le sol parce qu'il pleut trop. Le concombre ne tient pas trop. Aubergine non plus. Aubergine non plus. Voilà, c'est des légumes qui demandent beaucoup de soleil, poivrons, tout ça. Donc, c'est plus difficile pendant ces 3 mois-là. Est-ce qu'une solution, ça pourrait être de cultiver sous serre ? Alors certains le font, hein. Je sais qu'il y a par exemple notamment la salade, il y a certains qui le font dans le Nord Grande Terre. C'est très bien, d'ailleurs je vais les citer, c'est Chabert, j'aime bien ce qu'ils font. Et alors, ils sont en agroécologie. D'accord. Ils travaillent très très bien, en tout cas leurs salades sont magnifiques, c'est très 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 beau. Moi je suis un adepte de la terre, qu'il faut quand même du soleil, de la pluie, et que si ça ne tient pas pendant la saison des pluies, c'est qu'on ne doit pas les manger. D'accord, ouais, vraiment naturel. Mais oui, donc on mange ce qui arrive naturellement à cette période-là. Et si finalement les gens qui s'abonnent jouent le jeu C'est-à-dire qu'on sait que pendant la période Mais je vais te dire quelque chose. Naturellement, de janvier à juillet, août, j'ai énormément de gens qui commandent
Et de septembre à décembre, c'est Pour divisé pratiquement par 2. Ah ouais, d'accord. Parce que ils veulent leurs tomates, ils sont habitués. Comment ça, il n'y a pas de tomates? Comment ça, il n'y a pas de courgettes? Comment ça? Et puis il y a plein de gens qui ne mangent pas de racines, ils ont peur à cause, même si on les rassure, hein, ils ont peur avec les problèmes du chlordécone, ils ont peur. Voilà. Et si on voulait pousser, tu sais, parce que finalement, la mission, une des missions que finalement que tu as accompli à travers ça, c'est de permettre aux gens de manger local, sainement, au lieu d'importer. Là, finalement, les gens se tournent vers des solutions d'importation pendant cette période. En fait, maintenant, on fait beaucoup on communique beaucoup, on transmet beaucoup d'informations, on a créé un calendrier de saisonnalité. Donc, pour expliquer qu'est-ce que ces légumes-là nous apportent aussi, pourquoi ils sont là. On essaie d'expliquer ça, mais je pense que là, on parle souvent d'autosuffisance alimentaire. Je pense que ça ne peut pas passer sans l'agro-transformation quand même. Il nous faut des choses que quand on est en abondance, qu'on puisse les conserver. Qu'on puisse proposer. Par exemple, tu sais, après Fiona, là, en septembre dernier, pratiquement toutes les cultures de bananes beaucoup de cultures de bananes ont été touchées. La banane plantain, par exemple, qui était à 1 euro, 1,50 € le kilo, jusqu'à présent, elle est chez les primeurs à 4,50. C'est pas normal, c'est la base de l'alimentation guadeloupéenne, hein, donc c'est pas normal que ça soit si élevé. Je pense que quand on arrivera à transformer ça, on pourra savoir que même un produit comme la banane qui est bien travaillé et congelé, on peut l'utiliser en friture, on peut l'utiliser normalement, hein, on voit même pas la différence. Donc on a un travail à faire là-dessus. Ça se fait, enfin, il y en a de plus en plus qui se il y a de plus en plus qui sortent des frites de patates douces, de d'igname, mais on trouve aussi beaucoup de choses. Par exemple, du fouillis à pain de Colombie, des plantains de Colombie, des patates douces de Colombie. C'est bizarre quand même. On a tout ça. Ça, pour le coup, c'est clair. On a tout ça, quoi. C'est vrai. Donc, attends, j'essaye de faire un petit calcul rapide. Là, tu as 15 hectares, grosso modo, on dit 15. J'ai pas, hein. Non, 15. Vous avez, voilà, l'ensemble des agriculteurs qui collaborent. Et ça fait combien de paniers, ça? En ce moment, on a des pics, mais on est plus autour de 450 paniers par semaine. On a eu un moment où on était à 600 paniers dernièrement parce qu'on avait beaucoup et puis on a fait une production de 10 kilos pour 20 €, où les gens venaient récupérer les paniers sur place, énormément de personnes. Mais là, on est autour de 450 paniers à peu près par personne, en comptant les gens qui viennent et les gens qu'on livre. 400 par semaine? Par semaine, oui. Ouais. Mais là, ça va redescendre, hein, à partir des vacances, ça redescend. Et puis, il y aura moins de légumes aussi à partir de bientôt, là, avec les pluies, donc... D'accord, ça veut dire 15 hectares, 500 paniers. Ça veut dire 100 paniers, 3 hectares. Ça veut dire 1 hectare, 30 paniers. Par semaine? Ouais. À peu près. Et donc, si on voulait nourrir la Guadeloupe, tu divises par 15, tu multiplies par... Je sais pas. J'essaye de regarder, en fait... Parce qu'on a quand même pas mal de terres disponibles. Il y a des terres disponibles, il y a des terres qui ne sont pas utilisées, il y a des agriculteurs qui veulent des terres, il y a des jeunes agriculteurs qui veulent des terres et qui n'ont pas de terre. Ah oui? Ah oui. Ce qui manque, c'est des... Alors, c'est quoi? Non, en fait, il y a une mauvaise répartition des terres, on va dire. En fait, il y a une Enfin, faut faire attention aux termes, hein, mais... les jeunes agriculteurs, pour pouvoir avoir des terres pour cultiver, c'est vraiment un parcours de combattant. Ah ouais. Des fois, c'est le serpent qui se mord la queue, quoi. Alors, quand vous avez des terres, on vous demande de passer un diplôme pour pouvoir... passer certaines... faut aller s'inscrire à la chambre d'agriculture, faire un stage, etc. Quand vous avez fait ce stage-là, on vous dit, oui, mais vous n'avez pas de terre, comment vous allez faire? Donc, des fois, c'est très compliqué. C'est pas un parcours facile. Non, c'est pas facile pour un jeune agriculteur. Et peut-être que ça pourrait être, c'est sans doute quelque chose que tu as pensé, mais une espèce d'accompagnement que vous pourriez faire, dans le sens où là, c'est la première fois que j'entends vraiment un exemple concret ici, de dire
ben, tu as un modèle là, tu peux, si tu es motivé, te lancer. Si ton père a de la canne, t'en prends une partie, tu commences à la convertir. J'ai plein de gens qui viennent me voir. Hein. Ouais, il y a plein de gens qui me demandent. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est vraiment transmettre comme Madame Pérouma l'a fait ou comme d'autres personnes ont fait avec moi. Moi, quand je suis allé la voir, vous savez, au début, quand j'ai commencé ça, les agriculteurs riaient. Hein. Vraiment. Ouais. C'est pas des blagues. Hein. C'est quand on vient faire là, si mal. Franchement. Qu'est-ce que tu viens faire dans ce milieu, quoi? C'est pas pour toi. Et je vais voir Mme Péroumal, je lui demande de m'apprendre. Elle s'assoit, elle me regarde, elle me dit « J'ai 3 générations d'agriculteurs. Personne n'est venu me demander de m'apprendre. Les garçons qui ont des grandes terres. Ils sont tous allés... au lycée agricole, où ils ont tous appris, où on leur disait tu veux des tomates, tu mets tel produit. Ouais. Tu veux des concombres, tu mets tel produit. Tu veux... les recettes. Ouais. Non, tu mets des produits chimiques. Ouais. Et il faut savoir que bon voilà, ils sont très, ils ont un lobby très fort. Ils sont dans la chambre d'agriculture, ils financent la chambre. Ici aussi. Oui, la chambre, oui, le lycée agricole, sans dénoncer quoi que ce soit. D'accord. C'est normal, ils ont besoin de. Même si le lycée agricole maintenant, ils ont une section où ils apprennent sur le modèle de l'agroécologie, de la permaculture. Mais pendant très 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 longtemps, il y avait juste on va dire pas traditionnel, justement, conventionnel. Le conventionnel. Avant, je condamnais. Ouais. J'ai appris à comprendre qu'on pouvait pas, c'était pas de leur faute. À ces agriculteurs-là, parce que vous savez, quand vous ne savez pas, on vous dit tu vas avoir des plus belles tomates avec ça. Ouais. Et puis c'est sans danger. Moi, j'ai entendu des pubs de Monsanto qui disaient tu peux presque le boire. Ouais, non, mais c'est hallucinant. Ouais. J'ai entendu pendant le confinement de mes oreilles. Peut-être que tu connais Tricia Ivy, Localité, qui est un groupe très actif. Je ne connais pas, mais de nom. Ouais. Très, très actif. On avait fait une visio. On avait un des responsables, Karim Melonnier. Ouais. Et je lui disais, c'est magnifique ce que vous avez fait. Vous avez créé énormément d'emplois. Le melon du moule de la Guadeloupe, on l'exporte. C'est super. Mais je ne comprends pas pourquoi vous n'avez pas pris le train en marche et proposé un modèle avec du melon propre. Ouais. Naturel, biologique, ça aurait encore plus de ah oui, mais tu sais, maintenant les produits chimiques, c'est plus qu'on utilise. Il faut savoir que la culture du melon, c'est une des cultures qui utilise le plus de pesticides, hein, et la terre est pratiquement morte. Et je redis encore, c'est magnifique ce qu'ils ont fait. Il fallait le faire. On n'était pas conscient de tous les dangers. Aujourd'hui, on a quand même des modèles qui nous font voir que, par exemple, le chlordécone, c'est... Mais oui, le chlordécone, c'est un gros scandale. Mais là, en hors grande terre, il y a du glyphosate qui est utilisé. Oui, même pas que les agriculteurs, les particuliers achètent du glyphosate. Hein. Et il y a des choses qui sont peut-être même plus dangereuses que le glyphosate, qui sont utilisées dans certaines cultures de canne, par exemple. Et dans 10 ans, peut-être qu'on aura un autre type de scandale. On aura d'autres scandales. Donc, je suis persuadé de ça. Ouais. Il y a des gens qui utilisent des produits chimiques sans savoir vraiment le danger, parce que y a encore des gens qui disent que si ces pesticides-là, tu peux presque les boire. C'est hallucinant. Et alors, à propos de ces gros lobbies, là, au niveau des graines, ici, on a la chance d'avoir certaines graines ancestrales. Mais légalement, il y a un truc... Alors, pendant très longtemps, je te laisse même pas finir ta question. Vas-y, je pense que tu as capté la suite. Ouais. Pendant très longtemps, ça a été... nous, en Guadeloupe, on a toujours utilisé nos graines. Ensuite, il y a eu une interdiction. Il fallait acheter des graines pour tel type de tomate. La F1 pour la tomate. Il fallait vraiment... Ensuite, il y a eu une sorte de monopole de certains, notamment Monsanto, comme pour les pesticides, hein, d'ailleurs, hein, qui proposent des graines, mais qui sont ensuite qu'on ne peut pas replanter. Ouais. Donc vous êtes obligé d'acheter des graines chaque fois. C'est un coût énorme pour l'agriculteur. Et pour eux, c'est le business model parfait. Chaque année, ils revendent. Ils revenir tous les ans, voilà. Et ça, c'est une partie quand même de ta
Savoir que sur les exploitations guadeloupéennes, en France aussi, je pense que c'était pareil, ou dans le monde, c'était le bon sens. On prenait une partie de la récolte, généralement les fruits qui étaient trop mûrs, les légumes qui étaient trop mûrs, et il y avait quelqu'un qui sortait les graines et les replantait. Nous, on a fait ça. D'accord, c'est ce que vous faites. On s'est pas posé de questions, on s'est dit, vinizote, quoi, venez. S'il y a un problème, venez, il n'y a pas de problème. Et je dirai à tout le monde qu'on n'a pas le droit de replanter des graines de tomates qui ont 70 ans parce qu'elles tiennent mieux. On n'a pas le droit de replanter des graines de goyave. C'est pas ça. Demain, alors, cette usine-là, elle disparaît, il y a une guerre, il y a un conflit, je sais pas. Comment on fait? On l'a vu pendant le confinement. Il y a des agriculteurs qui se plaignaient qu'on ne recevait pas les graines, on ne recevait pas les produits, on ne recevait pas. Alors que tout est là pour vous. Tout est là. Donc voilà. Et puis, pareil aussi, il y a un moment, on m'a dit, mais pourquoi vous passez pas plutôt au bio? Je dis, faut pas croire que je rejette le bio. Le bio, c'est un travail extraordinaire, mais faut savoir qu'on a assoupli quand même la réglementation. Légèrement. Il faut savoir que tout le monde toutes les grandes surfaces ont voulu avoir leur rayon bio. Il n'y avait pas assez d'agriculteurs, donc il fallait assouplir un petit peu les contraintes. Ah d'accord. On peut utiliser quand on n'a plus de moyens de soigner sa culture ou lutter contre des champignons ou des pucerons. On a le droit jusqu'à 3 mois, il me semble, avant la récolte, d'utiliser certains produits pour faire des ajustements. Le naturel, pas besoin ça. Les goyaves, la mangue, les avocats, ils poussent naturellement. Donc, on n'a pas de pesticides à utiliser. Par ailleurs, il y a aussi ce problème des graines. Il fallait acheter des graines issues de cultures biologiques aussi. Ah oui. Ouais. Sauf que, est-ce que ça ne nuit pas à notre biodiversité? Si on doit planter les mêmes choses, tous les agriculteurs bio plantent les mêmes choses, issues des mêmes souches, je suis désolé, il y a des variétés de sapoti, il y a des variétés de caramboles, il y a différentes variétés de tous les fruits, quoi. En plus de ça, une graine, même si elle n'est pas bio, si elle vient d'un fruit qui n'était pas bio, par exemple, la graine elle-même, elle est contaminée ou pas? Parce que dans la graine, il n'y a rien. Non. Enfin, il y a juste l'information. L'information, un patrimoine génétique. Donc, si tu la mets dans un bon sol, elle va faire quelque chose de propre. Voilà. D'accord, ok, super. Et puis, c'est vrai qu'en plus, tu en parlais rapidement avant qu'on commence. Là, je t'entendais en parler. Il y a une mémoire génétique, il y a une transformation qui fait qu'elles s'adaptent complètement. Elles sont plus résistantes. Ouais. Et ici, elles sont... Vous savez, une plante que tu prends... Un arbre fruitier que tu vas prendre de basse terre pour la mettre en grande terre, elle sera moins résistante parce que le sol, voilà, c'est pas le même sol, c'est pas le même climat, c'est pas le même, voilà, chaque fruit et légume, comme pour nous, chaque fruit et légume, il va être plus résistant en fonction de l'endroit où il a poussé, quoi. Ouais, et donc il reçoit ce patrimoine génétique. Et c'est ça qui la rend plus... Ça paraît... Pour moi, c'est clair. C'est la logique, C'est clair. Et c'est pas un cheminement que j'ai eu d'un coup. C'est petit à petit que je l'ai vécu. Et je pense que c'est parce que je l'ai appris tard que ça s'est imprégné naturellement en moi. Je pense que cette passion-là, je l'ai parce que j'ai appris ça très tard. Moi, si j'avais été agriculteur dès peut-être 15-16 ans, est-ce que j'aurais eu encore la force de le dire comme ça? Moi, ce qui comptait pour moi, il y avait cette passion de la Guadeloupe, cette passion des fruits et légumes qu'on a de chez nous, cette volonté de nourrir sainement ma famille, ensuite les proches, et maintenant transmettre aux Guadeloupéens ce qu'il y a de meilleur. Moi, j'aime vraiment nos produits, j'aime vraiment nos productions, j'aime vraiment nos ananas, j'aime vraiment ma carambole, ma pomme cannelle, mon corosol. J'en mange toute la journée quand je suis... Non, mais c'est vrai, j'en mange... en livraison, je les aime à mon local. Je les aime vraiment, quoi. C'est quelque chose que je trouve... les vrais stars, ce sont eux. Ouais. Et je dis ça tout le temps à nos chefs, les vrais stars, ce sont nos fruits et légumes. Et... Vous savez, on avait une image de l'agriculteur avant qui se plaignait tout le temps. Ouais, pas ni de l'eau, pas ni sécheresse, aidez-nous.
Moi, je me dis, mais les gars, regardez ça un peu. Regardez ce que la Terre a donné. Regardez ce qui va passer dans notre corps. Merci. Voilà. C'est vrai. Excellent. Petite question générale, un peu générique pour finir. Si la Guadeloupe était un fruit, justement, ça serait lequel? Un panier. Hein? Un panier. Un panier complet? Un panier complet, un vrai grand jardin créole. Et je dis ça très souvent. Et on a cette chance incroyable en Guadeloupe. On est comme un jardin créole. Vous avez le jardin créole, c'est l'héritage des Amérindiens. C'est eux qui ont inventé le jardin créole. Et on a eu les premiers colons qui ont amené ce qu'ils aimaient. Il y a eu ensuite les afro-descendants qu'on les a contraints de venir, mais qui ont aussi amené ce qu'ils mangeaient. La communauté indienne a révolutionné le jardin créole, vraiment en amenant des épices, toutes sortes de variétés de fruits et légumes. Ensuite, toutes les autres petites communautés, syro-libanaises, haïtiennes, dominicaines, tous ils ont amené quelque chose. On a tous nos spécificités culturelles, on a tous nos spécificités peut-être ethniques aussi, mais on apporte tous quelque chose. Et on a tous en commun l'amour de la Guadeloupe. On est chapeauté sur cette culture guadeloupéenne qui nous rassemble tous, comme dans le jardin créole. C'est une belle image. C'est le jardin créole, la Guadeloupe. Eh ben Mimi, c'est ça mon... C'est pas un fruit, yes. C'est un jardin entier. J'en ai à chair de poule. Hein. J'en ai vraiment à chair de poule parce que je pense vraiment que c'est ça. On arrive tous à vivre ensemble bien. Il y a des difficultés des fois. C'est les attaques des pucerons. Il y a des difficultés des fois. Mais quand même, on arrive à bien vivre et on veut tendre à encore un plus bel avenir, un meilleur développement. Wow, super. Bon, mais ça sera le mot de la fin. Et bon alors. Merci Steve. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous mettre des commentaires, continuer à nous poser des questions parce qu'on apprend en même temps. Et on se revoit au prochain épisode. Régénération Caraïbe, le podcast.